Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier podcast qui s'intitule Retrouver la confiance en soi avec la méthode MIR en 21 jours avec Maïla Diva. Donc je me présente, je suis Maïla Diva, artiste pluridisciplinaire, coach en développement personnel, art thérapeute certifié et fondatrice donc de la galerie d'art exclusivement féminine, la Maison Mélème France, depuis donc 2020. Et je suis également donc la fondatrice de la Divathérapie, qui est un concept d'art thérapie pour faire du bien à toutes les personnes, toutes les femmes, tous les hommes, tous les enfants qui sont en quête de reconstruction personnelle. Que ce soit donc dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, ou même encore que ce soit à une échelle un peu plus haute, qui serait donc de vous aider à vous libérer, à libérer votre potentiel spirituel. Donc voilà, donc aider également à l'élévation spirituelle avec des tips, des conseils pour votre développement spirituel personnel, comme la méditation, apprendre à respirer, apprendre à gérer son stress, quelques prières, quelques intentions, et puis il y a ce qu'on appelle donc la méthode MIR pour retrouver confiance en soi, que j'ai inventée moi-même, donc il y a de cela plus de 10 ans. C'est une méthode que j'ai appliquée moi-même, donc que j'ai appliquée donc sur moi-même, et également avec mes 4 enfants. Oui, parce que je suis maman aussi de 4 enfants, j'ai oublié de le préciser pendant la présentation. Et donc ça consiste à se répéter, donc se regarder devant la glace, se dire à soi-même une intention positive, à se réaffirmer en se regardant avec amour et persistance donc devant son miroir, et se répéter 21 jours des phrases positives qu'on aimerait entendre sur nous. Voilà. Et donc, j'ai fait ça toute ma vie. Toute ma vie, je suis à l'aube de mes 40 ans, mais voilà, j'ai mis ça en pratique depuis plus de 10 ans. Et je l'ai fait aujourd'hui pour mes 4 enfants, donc qui ont 20 ans, 16 ans, 15 ans, et puis 5 ans pour la petite dernière qui est également neuroatypique. Une petite fille magnifique, mais voilà, qui est sur le point d'être diagnostiqué autiste. Alors autiste léger, je sais que les gens en général, les parents d'enfants autistes n'aiment pas entendre ce terme, mais bon, c'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà, autiste léger, on considère qu'il y a des petites, si vous voulez, des petites difficultés sur certains plans ou sur certains points. Et en ce qui concerne ma fille, c'était par rapport au langage. Donc elle a développé son langage assez tardivement, aux alentours de 3 ans et demi, 4 ans. Oui, 4 ans, je dirais même. Et puis, donc, voilà, donc c'était plus, oui, quelques petites difficultés de compréhension. Parfois, elle faisait un petit peu d'écolalie. Voilà, mais à part ça, elle est parfaitement bien intégrée à l'école. Elle adore les élèves, et les élèves l'adorent aussi. Donc, il y a une très belle interaction avec les autres enfants. Donc voilà, donc à chaque fois, par exemple pour son premier cours de danse contemporaine, quand je l'ai amené à son cours, la prof l'a vu, c'était le premier cours d'essai, puis après elle m'a mise à part et elle m'a dit, bah écoutez, je pense que votre fille, elle aura besoin d'un peu plus d'attention, parce que je pense qu'il y a de l'autisme, mais ça doit être très léger. Et c'était assez étrange, parce que ça se voit pas tout de suite. Mais effectivement, pour l'avoir eu 1 heure en danse, c'est que par exemple, elle va être distraite par autre chose. Vous savez, les enfants autistes, ils vont par exemple avoir une passion pour un dessin animé. Ils vont le regarder tout le temps en boucle sans jamais être fatigués. Ça peut être pour un objet, pour une couleur. Et bien pour elle, par exemple, c'était observer la salle, danser toute seule, exploiter la salle de danse. Pendant que, par exemple, il fallait écouter les consignes et faire comme le professeur demandait. Donc voilà. Mais en soi, elle adorait danser. Donc vous voyez un petit peu. Donc c'est par rapport à ça. Elle m'a dit, je pense que c'est pas, elle a pas un autisme lourd, mais elle a peut-être plutôt un autisme léger. Donc un léger déficit d'attention. Et puis voilà. Donc je pense que ce serait mieux de la prendre à part. Et c'est ce que tout le monde a remarqué, que ce soit à l'école ou même par notre médecin traitant.
Voilà. Donc pour en revenir à notre sujet, donc c'est pour ça en fait que j'ai dit autiste léger. Et c'est en aucun cas pour stigmatiser. Donc vraiment, je veux pas que les autres parents d'enfants autistes qui ont des autismes plus sévères se sentent culpabilisent parce que on choisit pas sa maladie. Euh, je trouve d'ailleurs que c'est une grande chance d'avoir des enfants neuroatypiques parce que ça nous apprend la patience. Moi qui n'étais pas patiente, avec ma fille, j'apprends la patience. J'apprends à développer plus d'amour, même si j'en avais au fond. Mais le fait de ne pas avoir de la patience, ça peut fausser un petit peu l'éducation qu'on souhaite donner. Et là, on a une éducation beaucoup plus positive. Et qui est vraiment centrée sur la patience, les techniques, les stratégies. On apprend finalement une parentalité beaucoup plus positive. D'accord ? Donc vraiment ne pas se sentir stigmatisé, indexé. Moi je trouve que ces enfants-là sont très très intelligents. Il suffit d'avoir beaucoup d'amour, de l'attention et de la patience pour leur apprendre à développer leur capacité d'autonomie comme n'importe quel enfant. Tout ce qu'il faut, c'est tout simplement de la patience. Et puis les bons outils. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer donc dans le vif du sujet, qui est donc retrouver notre confiance en soi. Et c'est dans quelques minutes. Alors on se retrouve donc pour ce podcast qui est retrouver votre confiance en soi avec la méthode MIR. 21 jours pour guérir son reflet avec Maï de la Diva. Donc que je suis et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par un témoignage personnel parce que je pense que pour conseiller d'autres personnes, pour accompagner d'autres personnes qui en ont besoin, les personnes qui sont dans ce besoin de grandir spirituellement, émotionnellement et sur tous les plans humain et spirituel, il faille d'abord avoir en tout cas expérimenté. Il faut d'abord avoir expérimenté ce qu'on raconte. Je pense que c'est la plus belle manière d'avoir un message authentique qui puisse toucher. Et puis qui puisse véritablement aider parce que on a nous-mêmes expérimenté les aléas de la vie et que on arrive à aider les autres par rapport à notre vécu. Parfois on se dit j'ai vécu ci, ça, c'était tellement dur, pourquoi moi ? Eh bien pour moi qui suis croyante, j'ai pas peur de le dire, c'est aussi là ça fait partie du cœur de mon témoignage et de ma mission. Envers vous, envers chaque personne, chaque âme qui souhaite évoluer pour le bien-être de soi-même et des autres, de son environnement et de sa mission de vie sur Terre, parce que oui, je crois que chacun a une mission de vie sur cette Terre. Je suis croyante et et c'est vrai qu'il m'arrivait, je pense que comme tout le monde, quand j'étais à terre, de me dire mais Seigneur, pourquoi ça m'arrive à moi ? Pourquoi encore moi ? Et pourquoi pour moi c'est toujours des épreuves plus difficiles ? Et comme on dit, le Seigneur donne ses plus durs combats, à ses plus forts soldats ou à ses soldats les plus vaillants. Et je pense que c'est vrai. C'est peut-être malheureux à dire pour certains, mais plus on a de cicatrices et plus on est expérimenté. Et c'est ça, en fait, qui prouve qu'on est des guerriers. En fait, ces cicatrices qu'on a sur le corps, soit le corps spirituel ou physique, oui, parce que d'ailleurs, ça commence d'abord par le spirituel et puis après sur le physique, ça, ce sont tes traces de combat, ce sont tes traces de guerre, c'est la véracité, de ton témoignage. Voilà, alors je vais te donner mon témoignage. Donc comment c'est arrivé cette histoire avec la méthode MIR ? En 2021, j'ai subi ce qu'on appelle un burn-out. Il faut savoir que je suis maman de 4 enfants, comme je le disais. J'ai vécu dans une relation toxique pendant 20 ans, presque. J'ai connu cet homme en 2004, qui est aussi le père de mes enfants, de mes 4 enfants, avec qui j'ai été mariée près de 20 ans. Et donc en 2021, c'était la fin de notre histoire parce que j'en pouvais plus d'être dans cette spirale toxique. Et donc j'ai dû dire stop, malgré la douleur, malgré les pleurs, malgré parfois les regrets.
Et puis quand on réfléchit un peu plus, eh ben on se dit bah non, finalement, je crois que j'ai vraiment fait le bon choix. Et je me demande même pourquoi je l'ai pas fait avant. Parce que bah maintenant on se sent beaucoup plus libre d'être soi-même, libre d'être soi, libre de réfléchir, de penser par soi-même, de poser des actions qu'on croit justes pour nous et pour les autres, pour notre entourage. Donc non, finalement on regrette pas la décision qu'on a prise. Donc on est en 2021, je perds ma galerie d'art, je veux dire physiquement, parce que je suis obligée de la fermer pour me mettre à l'abri, puisque j'avais donc des menaces de prendre mes enfants et de partir avec en Côte d'Ivoire, parce que je suis franco-ivoirienne. Voilà, donc née à Paris, mais voilà, d'origine ivoirienne, très attachée à sa culture, à ses deux cultures, parce que oui, je suis aussi française, née à Paris, et donc fière d'être française. On le dit pas souvent, et moi je pense que c'est quand même dommage, parce que ben, la France est un très beau pays avec de très belles valeurs, quand bien même voilà, on traverse une crise vraiment assez difficile pour tous les Français. Mais voilà, moi je pense qu'en tant qu'enfant d'immigrés, c'est quand même le pays qui accueille le plus d'immigrés. Enfin, en tout cas, à la période où moi, mes parents sont arrivés, donc ils sont arrivés dans les années 80. Voilà, c'était un pays, en tout cas, voilà, très accueillant. Voilà, on ressentait l'hospitalité, voilà, la charité. Et voilà, c'est vraiment un pays envers lequel je suis reconnaissante, puisqu'en plus je suis née ici. Donc voilà, et en même temps, je ne rejette pas du tout mes origines ivoiriennes, dont je suis très très fière. Comme on dit chez moi en Côte d'Ivoire, on n'a qu'un seul pays. Donc voilà, je suis les deux. Et si vous êtes afro-descendant, vous êtes d'origine d'Afrique francophone, je sais pas, peut-être vous êtes brésilien, peut-être vous êtes portugais, franco-portugais, franco-brésilien, enfin tout ce que vous voulez, franco-antillais, je sais pas si ça se dit parce que bon, les Antilles ça fait partie aussi de la France, mais voilà. Vous avez des origines afrodescendantes et que bah, vous êtes tiraillé entre les deux, ce qu'on appelle une crise identitaire. Moi, j'y crois pas trop. Parce que je l'ai jamais subi, tout simplement parce que justement j'ai confiance en moi, j'ai confiance en qui je suis, parce que j'ai appris à me connaître. Donc tout ça, ça fait partie aussi de la confiance en soi. Et je pense qu'en tant qu'afro-descendant, on a tous vécu ça un jour ou l'autre, où on est tiraillé entre les deux cultures. On va, par exemple, en Côte d'Ivoire, on va nous dire oh mais tu chocottes trop. Hein, nous, ça veut dire chocosser, ça veut dire que le R est trop raide. Voilà, et que bah faut parler il fallait parler avec des R roulés, avec l'accent ivoirien, etc. Et donc on vous juge même par votre accoutrement, votre gestuelle, votre façon de vous tenir. T'es pas des nôtres en gros. Et puis quand on arrive en France, enfin si on est né en France ou on a grandi ici. Bah oui, il y a pas les airs roulés, hein, mais voilà, on nous rejette quand même parce que bah notre couleur de peau. Voilà, on sait bien que bah en regardant notre couleur de peau, on peut pas faire autrement que deviner nos origines africaines et bah on est tiraillé entre deux. Et ça aussi, ça peut jouer sur la confiance en soi. Donc je suis aussi là pour rassurer tous les afro-descendants, leur dire que bah il faut avoir confiance en soi. La confiance en soi, ça commence par se connaître soi-même. Qui on est, d'où on vient, pourquoi on est là. C'est des questions existentielles hein, qui ont l'air vraiment banales, mais à mon sens, elles sont profondes. C'est ce qui m'a vraiment aidée aujourd'hui à me caractériser en tant que femme franco-ivoirienne et fière, donc afro-descendante ou pas, parce que c'est vrai que le terme afro-descendant, ce serait plus pour les Antillais ou les Américains, ou c'est ce qu'on raconte. Hein, mais bon, pour moi, tant qu'il y a afro dedans, je suis concernée. Donc voilà, donc ça fait partie de l'ancrage de se dire voilà, je sais d'où je viens et j'en ai pas honte. Je suis les deux et alors. Un enfant qui est je sais pas franco-camerounais, tiens comme on a Yannick Noah par exemple, et ben il est et français et camerounais. On peut pas dire qu'il soit juste français ou juste camerounais ou ni l'un ni l'autre, il est les deux. Ça fait partie de lui et il faut qu'on l'accepte comme ça. C'est beau le métissage. Mais ça, si vous l'acceptez pas vous-même, personne d'autre ne le fera à votre place. Donc,
J'arrive dans un moment de ma vie où je suis complètement down. J'ai dû donc fermer ma galerie d'art de 25 mètres carrés. C'était une petite galerie, mais vraiment très belle, qui marchait très bien, avec plus de 20 artistes femmes. Dont j'avais déjà fait la promotion. On a eu des articles sur France 3, vous pouvez regarder sur Google. Enfin, tout commençait à démarrer. À peine que j'ai dû me mettre à l'abri. Donc, fermer ma galerie, rendre mon appartement de 100 mètres carrés type haussmannien dans ma petite campagne-ville. Je vivais très bien. J'étais à 10 minutes de chez moi, 10 minutes de la galerie en partant de chez moi. J'avais 2 voitures. J'ai tout perdu. Tout. Vraiment tout, et j'ai dû recommencer à zéro. J'ai repris une petite maison dans une autre région, et puis après j'ai eu des soucis dans mon logement avec le propriétaire. J'ai dû me retrouver chez ma mère qui m'a hébergée quelques mois, et ça s'est très mal passé parce que à la base c'était pas j'avais pas de très bonne relation avec ma maman. Mais c'était une relation, il y avait eu une réconciliation, mais c'était assez fragile quand même, et j'avais décidé de pas y retourner. Sauf que, vous savez, quand on est adolescent, on traverse des crises. Et moi, j'avais mon ado qui, à l'époque, si je me trompe pas, avait peut-être 13 ans, je sais pas, 13, 14 ans, je sais plus. Il m'a dit, maman, si on va pas chez mamie, c'est vrai, vous entendez pas à merveille, mais voilà, ça reste quand même la grand-mère. Là, il y a une réconciliation. Elle nous propose d'aller chez elle. Why not? Plutôt que d'aller encore à l'hôtel parce qu'on a des soucis dans notre maison. Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, ça a duré que 4 mois. Et donc, on s'est retrouvés sans domicile fixe. Super. Donc, on était en sous-location sur Paris. Voilà. D'ailleurs, j'ai écrit un livre, un roman autobiographique, donc qui s'appelle Joie et amertume à l'ombre d'un pervers narcissique. Donc, vous aurez vraiment le témoignage complet, parce que j'ai vécu des abus, et quand on a vécu des abus étant enfant, c'est très difficile d'avoir confiance en soi et aux autres aussi. Donc, j'ai vécu des choses très très difficiles, mais je m'en suis toujours sortie grâce à Dieu. Comme je dis souvent, Seigneur, ta grâce me suffit. Et puis aussi d'être intelligente, faire les choses en bonne intelligence, d'avoir foi en soi, et surtout d'avoir, c'est ça, encore une fois, confiance en soi. Et donc, ça m'a pas empêché de tous les matins prendre un petit miroir et me dire, mais Maïd, parce que je m'appelle Maïd, c'est mon pseudonyme, mon nom d'artiste également. À l'état civil, mon nom c'est Marina Irim Dibleu, épouse Djejmel. Donc le Djejmel, il est en nom d'usage. Ça me permet d'avoir moins de difficultés par rapport à tout ce qui est paperasse quand je voyage avec les enfants, etc. Le nom de naissance c'est Dibleu. Et donc à chaque fois que je signais, je signais Maïd, M-Y-D-E, parce que je dis pas Mid, je trouve que c'est pas très joli à entendre, donc je le dis un peu à l'anglophone, Maïd. Et quand j'ai sorti mon premier single, donc de ma toute première chanson, parce que je suis aussi auteur-compositeur, interprète, j'en perds mon latin, je suis fatiguée, mais je fais ce podcast parce que je suis peut-être fatiguée de répéter le témoignage, parce qu'il faut savoir que j'ai des mini-conférences déjà que je fais dans ma ville, dans certaines villes, et donc on répète à force le témoignage, mais bon, c'est important. Et je suis peut-être fatiguée, mais je suis très fière de mon parcours, parce que ça fait partie de moi, comme je disais, ça fait partie des cicatrices du guerrier ou de la guerrière que je suis. Et je veux dire, par ce témoignage, c'est un pan de mon témoignage, une partie, parce que tout est dans le livre. N'hésitez pas, si vous avez besoin, si vous voulez l'acheter, il sera très prochainement disponible sur mon site www.ladivathérapie.com. C'est vraiment un livre d'un cheminement inspirant qui va vraiment vous donner le courage de prendre confiance en vous, peu importe ce que vous traversez, peu importe la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Dieu a une porte et un chemin bien défini pour vous, et il faut jamais, jamais, jamais perdre espoir. Donc voilà. Et donc ce que je disais, ça m'empêchait pas
malgré que j'étais sans domicile fixe avec mes enfants. On était en sous-location. Ma mère m'a demandé de partir de chez elle. Pour des histoires d'argent que je n'évoquerai pas ici, parce que l'objectif n'est pas de la stigmatiser, de l'indexer, parce que ça y est, j'ai pardonné, la preuve. Hein. Après des années, quand je me suis retrouvée, voilà, maintenant on se reparle. C'est moi qui suis allée vers elle sur les réseaux. Parce que je pouvais plus continuer de vivre avec cette haine, c'était pesant, du pourquoi tu m'as pas aidé, je suis ta fille, t'aurais pas dû me laisser au moment où j'avais le plus besoin de toi, j'avais perdu mes 2 voitures, j'avais perdu ma voiture, j'ai perdu la deuxième, et c'est quelqu'un de la famille qui a téléphoné pour qu'on la retire sur le parking où elle était, alors qu'elle dérangeait personne, c'était vraiment par pure méchanceté. J'avais plus de logement, tu m'as demandé de venir chez toi et maintenant tu me mets à la porte pour des histoires d'argent parce que je te dis, là je pourrais pas te donner 600, je pourrais te donner 500 ou 400 ou 300 ce mois-ci et puis le mois d'après, on verra, j'avais quand même des dettes par rapport à la galerie, j'avais 4 enfants sous le bras, dont un bébé 1 an et demi, enfin bon, bref. Et c'est là que tu me mets à la porte. Donc oui, on en veut terriblement quand c'est comme ça, on se dit j'ai pas de parents. J'ai des parents, mais ils peuvent pas être là pour moi, pas parce qu'ils peuvent pas financièrement, c'est parce qu'ils veulent pas. Donc oui, ça fout la rage. Mais en même temps, si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu, je serais pas celle que je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me tiens là aujourd'hui dans ce podcast, pardon, on va y arriver, pour vous dire, les femmes, soyez debout. Soyez des femmes debout. Être une femme debout, c'est pas forcément avoir la célébrité. Parce que d'ailleurs, pour être célèbre, il faut se faire connaître. Et c'est à force justement de donner son témoignage qui soit authentique que les gens ils seront touchés et puis qu'ils commenceront petit à petit à vous suivre. Donc avoir une grosse communauté, ça se construit, ça se bâtit en silence, avec douceur, sans forcer les choses. Les gens, quand ils savent et ils se sentent concernés par ce que vous dites, eh bien automatiquement, naturellement, ils vous suivent. Donc voilà, je veux bâtir ma communauté et que au sein de cette communauté, chaque femme et chaque homme se disent je suis capable. Si Maïd elle a pu traverser ça, si cette femme a pu traverser ça avec ses enfants, toute seule, sans personne, avec 4 enfants sous le bras, elle a réussi à faire tout ça, à écrire des livres, des cahiers thérapeutiques, à passer un diplôme ou des diplômes et à réouvrir sa galerie, parce que oui, on est en plein cheminement pour la réouverture. D'ailleurs, vous pouvez aller regarder, le site est déjà là depuis janvier de l'année dernière, il me semble, 2024, www.lamaisonmelem.com. Voilà, et bien là, je suis capable de le faire aussi. Je suis capable de faire tout ce que j'ai à faire aussi pour me sentir bien, pour le bien-être de moi-même et de mes enfants. Donc voilà, j'avais toujours cette envie de croire en moi. Cette lueur d'espoir, c'était mon petit miroir. Il m'a jamais quitté. Ce que j'appelle, moi, la méthode MIRE, qui veut dire miroir, intention, répétition. Et je regardais le miroir et je disais, t'es pas n'importe qui. Ayez l'habitude de vous dire des belles choses. Tout ce que tu aimerais entendre de toi, jeune femme, jeune fille, femme, homme, parce que j'ai des garçons aussi, j'ai 2 garçons. Et justement, on est dans un monde où les femmes ont repris quelque part le pouvoir. Parce que oui, on ne parle que d'elles maintenant. À chaque fois qu'on s'adresse plus aux femmes. Mais pourquoi ? Parce que au départ, il y a eu une injustice, un déséquilibre de la société qui était, c'est une société patriarcale où les femmes, en fait, la pyramide était renversée et les femmes étaient en dessous à toujours se battre pour même des miettes, que ce soit pour un vote, que ce soit pour un salaire, que ce soit pour tout, même en quête de reconnaissance, alors qu'elles faisaient les mêmes jobs, parfois même elles endossaient beaucoup plus de travail que les hommes. Mais elles étaient sous-payées. Donc, ou alors les femmes étaient battues, jetées dehors à la rue avec des bébés sous le bras parce que les hommes voulaient pas les garder. Et puis, elles se retrouvaient sans le sou. Donc, je pense que la CAF aussi, ça a dû naître de tout ça.
par exemple, je vais parler pour ma communauté, même si là je m'adresse à toutes les communautés, mais comme on dit, vaut mieux balayer devant sa porte d'abord, hein, que d'aller balayer devant la porte du voisin pendant que la sienne même est sale. Donc je veux là m'adresser à ma communauté. Quand les hommes parlent de oui, elles ont la CAF, c'est pour ça qu'elles nous respectent plus, c'est pour ça, et même pour les Maghrébins, hein, c'est pareil, j'entends les papas maghrébins qui disent oui, mais ma femme, ici en France, elle s'est fait détourner parce que... Nombre de fois, j'ai entendu des témoignages pareils, parce qu'ici, il y a la CAF, on serait au Maroc, on serait en Algérie, elle m'aurait jamais parlé comme ça, on serait en Tunisie, jamais elle me parle comme ça, c'est comme ça qu'ils disent. Hein. Mais et c'est pareil pour mes compatriotes. Si on était à Abidjan, elle m'aurait jamais parlé comme ça. Eh bien, je suis navrée de vous dire que oui, c'est une chance. En France, on a cette chance. C'est pour ça que je vous dis, il faut pas cracher sur la France. Tous les pays, il y a des bons et des mauvais côtés. Je bénis la France qu'ils aient eu cette pitié, vraiment, cette compassion pour les femmes, de prioriser la femme et l'enfant qui est plus vulnérable que l'homme. Un homme dans la rue, il a moins de chances de se faire hein, qu'une femme avec un bébé. On est bien d'accord. Donc, je pense que c'est parti d'un constat où il y avait un manque accru d'équilibre et d'égalité. D'ailleurs, je souhaite que dans mon pays, en Côte d'Ivoire, il y ait ce système. Je sais qu'il y a déjà un foyer, j'ai vu il y a peut-être 4-5 ans qui a ouvert. En tout cas, c'est très récent. Je crois qu'il s'appelle Aquaba Mousso. J'en avais parlé dans une de mes vidéos, vous allez voir sur mon TikTok, la Diva Thérapie. Où j'avais fait une vidéo spéciale justement pour lister toutes les aides qu'une femme victime de violence conjugale peut avoir, que ce soit en France ou en Côte d'Ivoire. Et j'avais cité aussi l'association, je crois que c'était Aquaba Mousso, si je le prononce bien ou si je l'écorche pas. Mais allez voir la vidéo, je vous invite à aller sur mon TikTok professionnel, donc la Diva Thérapie. Vous trouverez cette vidéo et là vous avez l'adresse de ce foyer. C'est une association en fait qui aide les femmes victimes de violences conjugales, donc en Côte d'Ivoire, qui est reconnue, hein, je crois d'utilité publique si je dis pas de bêtises, mais qui ont aussi un centre d'hébergement pour les femmes. Donc ça c'est juste génial. Et si le président de la République, vraiment c'est un appel au ministère, au ministre de la femme et de l'enfant, et voilà, s'il pouvait mettre un système comme la CAF en place pour qu'il y ait au moins un RSA ou un minima de revenus pour que les femmes voilà, ne puissent pas être jetées à la vindicte populaire comme ça, avec leurs enfants dans les rues, etc., ou devoir se retrouver du jour au lendemain chez des personnes qu'elles ne voulaient pas parce qu'elles n'ont pas le sou. Voilà, donc le temps de se refaire, ça aide toujours, c'est un vrai coup de pouce, vraiment. Donc, j'avais toujours ce petit miroir et je me répétais toutes les belles choses. Marina, tu es belle. Maïd, tu es belle. Tu es capable. Tu es intelligente. Tu vas t'en sortir. Tu es forte. Tu es courageuse. Tu es une bonne maman. Parce que c'est important de l'entendre. Une femme qui se retrouve seule du jour au lendemain, ça veut dire plus les mêmes ressources, plus les mêmes repères. Émotionnellement, on est en difficulté parce que déjà soi-même, de se relever après une rupture, même de 3, 4, 5 ans, c'est difficile. Mais alors 20 ans... Je vous raconte pas. Bien sûr, même si c'est nous qui avons mis fin à la relation, c'est jamais... on se dit jamais, ah bah super, il est parti, même si on se le dit. Eh ben, il y a des jours où on est complètement... on a le moral en berne. Voilà. On broie du noir, on n'est pas bien parce qu'on regarde nos enfants et les enfants, eh ben, ils souffrent de ça. Parce qu'il n'y a aucun enfant qui souhaite avoir ses deux parents divorcés, et surtout dans de telles circonstances où les parents sont séparés, qui s'entendent plus, qui se parlent plus, qui se déchirent ou pas, mais que chacun soit comme ça, dans le silence, et puis qu'eux, ils aient pas accès à leur père. Pas parce que moi je le voulais pas, mais parce que finalement, le pervers narcissique, quand vous vous séparez, il essaye de vous appâter ou de vous faire culpabiliser à sa façon. C'est-à-dire, ok, moi j'avais des phrases comme... c'est des sous-entendus, mais si on reste ensemble, il n'y a pas de problème, je t'enverrai de l'argent tous les mois pour les enfants. Je peux t'envoyer 500 €, 800 € par mois pour que tu t'occupes des enfants. Ça, il n'y a pas de problème.
Mais quand tu insistes en disant oui, mais là c'est pas le cas, puisque je te parle du divorce, il te dit oui, mais moi j'ai jamais voulu divorcer. Enfin pour moi, toi et moi c'est terminé. À cet âge-là, on divorce pas quoi. Sauf que tu me trompes H24 et que parfois tu me portes main, donc tu me violentes, hein, comme on dit chez nous. Tu me portes main, on dit. Et on se dispute H24. Donc est-ce que c'est tenable? Non, c'est plus tenable. Donc non, j'ai pas envie d'être mariée pour être mariée, alors que en gros, je suis pas heureuse. Ah oui, mais pourtant il y a des jours où on s'amuse, on court dans cette maison, je t'embrasse. Je connais pas un homme qui, après que t'aies fait 4 enfants, ait toujours envie de sa femme comme moi j'ai toujours envie. C'est plutôt toi qui es toujours non, j'ai pas envie, là je suis fatiguée, là j'ai telle chose. Voilà, t'as toujours un bon prétexte pour ne pas aller en intimité avec ton homme. Donc en gros, si tu divorces, tu divorceras toute seule, qui me disait. Parce que moi je me suis pas mariée pour divorcer. Voilà. Donc, en fait, vous avez le poids, en fait, le poids de la culpabilité. Il vous dit, c'est ta faute, c'est toi qui détruis notre famille, pas moi. Oui, je suis un homme après tout, puis vous savez, en plus, nous, on est Westaf, donc, ouais, mais je suis un homme après tout, même si j'ai 10 000 copines dehors, je veux dire, même que mes parents l'aient vu ou pas, on en a rien à foutre, hein, parce que, en vrai de vrai, c'est toi mon épouse, et c'est toi que j'affiche partout, officiellement, tout le monde sait que c'est toi. Et toi, la femme, t'es censée te réjouir. Oh, chouette. Non. C'est une trahison. Et puis, d'accepter, moi je dis la tromperie, une fois ça peut passer, mais quand ça dure depuis très longtemps et qu'il y en a 10 autres, il y a 10 autres nanas qui partagent ton mari, ton homme, non, je suis désolée. Après, il y a des maladies qui rentrent en ligne de compte, il y a plein de choses, et non, donc j'ai pas envie de mourir avant l'âge pour si peu, juste parce que j'ai forcé à rester dans un mariage qui ne me sied plus. Donc voilà un peu. Donc il y a le poids de la culpabilité qu'on nous fait porter, que le conjoint, le pervers narcissique nous fait porter, ou la perverse narcissique, parce qu'il y a des femmes aussi perverses narcissiques. On en parle peu, mais j'en parlerai un jour dans un prochain épisode. Il y a la difficulté émotionnelle que chaque enfant porte si vous en avez plusieurs. Vous connaissez chacun. Et puis il y a vous-même aussi à gérer. Donc oui, c'est un travail titanesque. Il y a les finances à rétablir, il y a la difficulté émotionnelle de toute la famille et le poids de la culpabilité. Il y a la paperasse aussi. Il faut tout changer au niveau des organismes administratifs. Enfin, c'est lourd à porter. Il y a le déménagement ou les déménagements. Si vous vous retrouvez, comme moi je l'ai été, sans domicile fixe. C'est très dur. Il y avait la galerie à faire tenir. À un moment, c'était pas possible. On a fermé provisoirement. Et puis, je me suis occupée de me soigner. Je remercie là les artistes qui m'ont soutenue, notamment. J'avais une artiste d'origine éthiopienne, qui s'appelle Saba Kokiyar, qui fait de très très beaux tableaux, de très belles peintures. Même si aujourd'hui on a pris des chemins différents, moi je lui souhaite que du bonheur parce que c'est une femme artiste aussi, qui m'a soutenue. On s'était liés d'amitié en dehors de la galerie, hein, même si on s'était jamais vus. Hein. C'est trop magique les réseaux sociaux parce que parfois on se lie d'amitié avec des gens qu'on n'a jamais vu, mais qui nous estiment de par notre travail, de par ce qu'on donne comme travail en fait, hein, comme contenu, par amour et par passion du métier. Et cette dame, elle m'a soutenue parce qu'elle a vécu la même chose. Et je vais pas m'étaler sur ce qu'elle a vécu parce que ce serait porter atteinte à sa vie privée. Mais c'est quelqu'un qui m'a vraiment, vraiment soutenue. Et elle me disait, le plus beau cadeau que tu puisses te faire à toi-même, c'est de ne pas lui faire le cadeau d'être triste. Fais-le pour toi et pour tes enfants, tu en es capable. Tu as toutes les ressources et je suis sûre que tu t'en sortiras, qu'elle me disait souvent. Et ça, c'était une petite lueur d'espoir. Donc, des fois, vous avez des gens qui sont pas de votre famille, mais qui sont plus que votre famille. Et qu'ils restent ou pas dans votre vie, ils étaient là au moment où vous aviez besoin de quelqu'un, d'une voix, d'une parole douce. Et ces personnes-là étaient là, et ça, il faut remercier l'univers, avoir de la gratitude. Il faut les remercier si vous pouvez, si vous n'avez pas pu, parce qu'il y en a qui sont décédés, moi ça m'est arrivé. Et bien de toujours, leur offrir une bougie, cette lumière, en priant ou en disant de belles intentions. Même une pensée, vous savez, c'est déjà une prière, une pensée positive. Et donc je me regardais dans la glace et je me répétais,
systématiquement que j'étais capable. Je regardais mes enfants, je me dis, est-ce que tu es contente de ce que tu vois? Non. Alors fais tout pour que tes enfants sentent beaucoup, beaucoup moins l'absence de leur père. Et regarde-toi dans la glace, arrête de ne plus prendre soin de toi, de t'abîmer chaque jour parce que j'avais maigri. J'étais passée d'une femme qui faisait... à la base, c'est vrai que je faisais un 38-40 de nature, mais j'étais plus jeune. Après, avec mes enfants, je faisais un 42-44, un bon 44. Et puis, quand je me suis séparée, je suis arrivée à un 36, mais j'étais vraiment amaigrie. Ça se voyait que ça n'allait pas. J'avais toujours mon joli visage, comme on dit, parce qu'on trouve que j'ai des beaux traits. Je trouve aussi que j'ai des beaux traits. Aimez-vous, c'est important. Mais voilà, ça se voyait que j'étais pas bien, vraiment. Et de me regarder dans la glace et de me reprendre en main tous les jours, de me dire tu es belle. Parce que parfois, oui, le pervers narcissique, il vous fait douter. Tantôt, il vous trouve trop grosse, tantôt, il vous trouve trop maigre et qu'il vous préférait quand vous aviez un peu plus de chair. Tantôt, vous habillez trop vieillot avec vos tailleurs, vos blazers et vos machins. Et puis, il préférait que vous soyez plus olé olé, donc il vous fait perdre votre identité. Et puis, quand vous habillez olé olé, il dit à tout le monde, vous trouvez ça normal que ma femme, elle s'habille en mini-jupe, c'est plus de son âge. Et puis, quand vous êtes en tailleur, vous êtes trop vieillot, vous êtes trop has-been. Vous perdez votre identité à trop vouloir plaire à votre conjoint. J'en profite de cette occasion pour vous dire que si vous avez un conjoint qui vous dit... qui vous dicte votre manière de vous habiller, votre manière de vous tenir, votre manière de penser, je suis navrée de vous dire qu'il y a un problème. Je me permettrai pas de dire que c'est une relation toxique et qu'il est toxique. En revanche, je me permettrai de dire que ce sont des attitudes qui sont attraits à la toxicité. Et donc, il va falloir s'en méfier et surtout garder votre dignité, garder votre personnalité, qui vous êtes. Si il vous a pris, ce qu'il a attiré au départ, c'est vous, c'est votre personnalité. Alors pourquoi vous devez changer pour lui plaire? Parce que tout d'un coup, ça lui plaît plus. Ça n'a aucun sens. Si vous devez faire ça à chaque fois, vous n'êtes plus vous-même. En fait, il y a vous qui vous transformez au fur et à mesure pour lui faire plaisir, mais lui, il reste le même. Donc, ou elle reste la même, si c'est une perverse narcissique. Donc, faites-vous confiance et donc, regardez-vous chaque jour dans la glace et répétez-vous que vous êtes la meilleure personne qui soit, que vous êtes belle, que vous êtes beau, que vous êtes intelligent, que vous allez y arriver. Et puis faites des exercices de méditation, même 5 minutes par jour. Moi, je pratiquais donc la méditation. Au départ, c'est très gênant parce qu'on se dit mais qu'est-ce que je fous là à respirer? Ça a l'air débile pour certains. Moi, au départ, ça m'avait l'air complètement stupide. Du calme, du vide. Pas les enfants, sans personne, levez-vous tôt le matin, essayez. Assainissez en fait votre train de vie. C'est très important. Vous allez voir que mieux vous dormirez, mieux vous dormez. Donc plus tôt vous dormirez, mieux vous allez dormir, vous allez vous sentir mieux. Donc mieux vous dormez, mieux vous mangez, parce que manger sainement c'est important. Et mieux vous allez vous porter. Et mieux se portera votre confiance en vous-même. Oui, parce que si on dort bien, on est équilibré. Le cerveau, il a eu le temps de se reposer. Vous avez eu un sommeil réparateur. Vous méditez le matin. À 6 heures du matin, moi, par exemple, pour vous décrire un peu comment ma journée commence. Surtout que moi, je travaille à la maison. Pour celles qui télétravaillent, ça peut être vraiment barbant. De faire tout le temps la même chose, c'est rébarbatif. De peindre, par exemple, pour celles qui sont artistes peintres, ou je sais pas, celles qui travaillent à l'extérieur, je sais pas, être soignante, s'occuper de la nounou, ou qui sont caissières. Déjà, vous avez des dures journées, donc de vous offrir 5 minutes où vous soufflez, ne serait-ce que 5 minutes, vous mettez le minuteur. La première des choses, moi, en tout cas, quand je me lève, c'est de respirer, d'avoir de la gratitude, de dire merci Seigneur, je suis debout, je suis pas malade, je suis en bonne santé, même si je suis fatiguée, tu m'as donné cette grâce de pouvoir me réveiller en bonne santé. Donc le reste ne peut être qu'éphémère et ne peut aller que mieux. Je ne peux que mieux me porter par la suite si je fais exactement tout ce qui est en ma faveur pour que je me porte mieux.
Voilà, donc c'est un cadeau que je m'offre à moi-même. Et j'ouvre donc ma fenêtre. Bon, moi j'ai la chance d'avoir un petit jardin. Pour celles qui n'ont pas la chance d'avoir un petit jardin, eh bien vous pouvez tout simplement ouvrir votre fenêtre et respirer le grand air frais. C'est très très important. 5 minutes sans les enfants. En général, si vous avez des enfants à déposer à l'école, c'est mieux de vous lever 1 heure avant vos enfants. Il n'y a pas de maman, tu m'aides à faire ci, à mettre mon pantalon, machin. Vous êtes toute seule. Vous respirez, ça fait du bien. Après, vous faites votre lit, vous rangez un petit peu si vous devez balayer, voilà. Vous prenez une douche avec... moi, ce que je fais, c'était une musique douce. Voilà, vous pouvez mettre une musique douce, relaxante. Vous avez des applis aussi comme Better Sleep qui m'ont vraiment aidé, où moi j'adorais en fait le bruit, par exemple des oiseaux le matin, ou alors le bruit de la pluie, tout simplement. Ça m'aidait à m'endormir. Et voilà, c'était très bien. Donc je prends ma douche avec Better Sleep. Et voilà, je mets un minuteur. Allez, 10 minutes pour me brosser les dents ou 15 minutes. Hein. Bon, moi, en général, je dis 10-15 minutes pour faire genre, mais je mets 30 minutes. Allez, on va être authentique jusqu'au bout. Je mets 30 minutes vraiment pour tout faire. Donc, allez, 15 minutes pour me brosser les dents, 15 minutes pour me laver, vraiment tout en douceur, prendre mon temps. Tout en tenant compte de mon timing après pour réveiller les enfants, etc. Allez, on est honnête jusqu'au bout. pas 15 minutes, 30. Voilà, et puis une fois que c'est fait, je peux prendre mon petit thé, je prends un thé vert en général. Je prends plus de sucre depuis des années maintenant, c'est plus du miel parce que c'est moins sucré, c'est très bon, le miel c'est plus naturel. Mais si vous avez du mal à arrêter le sucre du jour au lendemain, ce que je peux comprendre, vous pouvez commencer par des petits morceaux de sucre de canne ou du sucre roux, c'est très très bien. Donc voilà pour ce premier épisode, retrouver confiance en soi en appliquant la méthode MIR, miroir, intention, répétition, 21 jours pour guérir son reflet avec Maï de la Diva. Donc, on récapitule. Donc, règle numéro 1, faites-vous du bien, offrez-vous un petit peu de temps de détente chaque matin lorsque vous vous levez, 5 minutes, pour méditer, pour respirer, pour rendre grâce à l'univers, hein, donc 5 minutes de gratitude, 5 minutes que vous offrez à vous-même, et puis en allant prendre votre douche, où vous brossez les dents, avant de vous laver les dents, de vous faire vos soins corporels, vous appliquez donc la méthode MIR, qui est donc de vous répéter plusieurs belles intentions, et ce pendant 21 jours, et vous verrez bien comment vous vous porterez. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez suivre toutes mes actualités ou prendre rendez-vous avec moi, donc sur www.ladivathérapie.com. À très bientôt.